bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce second film de François Truffaut, L'Enfant sauvage. Donc là, pour vous situer rapidement dans le temps, on est en 1970. Je vous rappelle que hier, les 400 coups, je pense que je reconnais les mêmes têtes, donc ça doit être les mêmes spectateurs et spectatrices. Donc on était en 59 hier, donc là on est 10 ans après. Et c'est le deuxième film sur l'enfance de François Truffaut, donc intitulé L'Enfant sauvage. Souvenez-vous, hier, on avait un film avec déjà une dédicace à André Bazin, le père spirituel de Truffaut, celui qui l'a sorti de la délinquance et qui lui a permis de trouver un équilibre. Cette fois, vous allez le voir, le film est dédié à Jean-Pierre Léaud, donc le jeune acteur des 400 coups. On va retrouver des thèmes qui sont chers à François Truffaut, de par sa biographie dont j'ai parlé hier, l'enfance malheureuse, voire martyr, l'absence de soins et l'absence d'éducation. Alors je vais dire deux mots très rapides, beaucoup plus rapides qu'hier où j'avais présenté assez longuement le contexte, la biographie. Simplement quelques mots introductifs sur le film et quelques pistes qui pourront, des points sur lesquels je vais vous demander d'être un peu attentifs, qui pourront nourrir la réflexion et la discussion à l'issue de la séance. Alors, vous allez le voir ici. Donc j'ai dit c'est un film sur l'enfance malheureuse et sur la question de l'éducation. Cependant ici, vous allez voir, le premier rôle est partagé, j'ai envie de dire, puisqu'on va avoir deux personnages principaux dans le film, Victor, donc l'enfant sauvage, Victor de l'Aveyron, qui a réellement existé, et puis le docteur Itard, joué par décidément je m'en mêle, par François Truffaut lui-même. Les deux personnages, comme vous allez le voir, sont aussi importants l'un que l'autre, donc il n'y a pas uniquement l'enfance qui compte ici. D'après tout ce que je vous ai dit hier, déjà vous pouvez deviner que ce n'est pas un hasard que François Truffaut s'identifie à ce personnage du docteur Itard qui a été un pionnier de l'éducation. Le film se base effectivement sur les rapports que le docteur Itard a écrits en 1801 et 1807, donc suite à la découverte de ce jeune sauvage dans l'Aveyron et à sa prise en charge par le docteur Itard qui va essayer de l'éduquer. Et donc Truffaut s'identifie à cette figure d'éducateur. Mais on n'est pas dans n'importe quel contexte. Je vous ai dit, le film est tourné en 69, il va sortir en 70, on est dans le climat post-68 en France, et le film va être, pas par toute la critique, mais par une partie de la critique, le film va être assez attaqué, puisqu'on est dans des années, justement, de la critique de l'autorité et de la remise en question des normes. Et donc Truffaut va essuyer comme ça quelques critiques un peu cinglantes, parce qu'il choisit de s'identifier au personnage d'éducateur, celui qui veut faire entrer l'enfant dans les normes, qui veut le socialiser, dans une période où on essayait au contraire de s'intéresser précisément à des personnages plus marginalisés. Alors ces critiques-là nous semblent pour le moins infondées, vous ferez votre propre avis, on pourra en discuter, mais c'est surtout émettre ces critiques envers Truffaut, c'est surtout ignorer que pour lui, l'éducation et l'accès à la culture, ça constitue deux éléments indispensables dont chaque enfant devrait pouvoir bénéficier pour pouvoir être en mesure de se socialiser, de vivre paisiblement dans le monde et de s'émanciper. Truffaut, qui a fait l'expérience de ces manques, sait à quel point l'éducation et la culture sont indispensables dans la construction individuelle. Cela n'empêchera pas, vous le verrez, une vraie fascination pour la figure de celui qui est appelé comme ça, c'est le titre du film, Le Sauvage, qui passionne aussi Truffaut. Alors le film est coécrit donc avec un scénariste de la Nouvelle Vague, mais je ne vais pas trop vous parler de cela, mais simplement pour dire qu'il y a une vraie volonté chez Truffaut aussi. Donc on est dans un film historique, c'est vraiment, il y a une reconstitution historique, et le scénariste choisi par Truffaut était vraiment réputé justement pour le travail de qualité qu'il portait à la question de la documentation. Mais néanmoins, vous allez le voir, on est presque en huis clos, si vous voulez, dans la maison du docteur Itard, et on n'est pas dans l'idée d'une reconstitution historique à grand spectacle, comme on peut le voir souvent. Ça a été un premier temps un projet de Truffaut, parce qu'il voulait insister dans la première version du scénario, il voulait insister beaucoup plus sur le moment où le sauvage est amené à Paris, et le sauvage va être exhibé aux aristocrates et aux bourgeois qui venaient voir comme en spectacle cet enfant anormal. Donc ça, ce sont des scènes qui vont exister, mais vous allez voir qu'ils sont très très minimisées dans le film pour s'attacher bien plus à la relation naissante, à la relation qui va s'accroître entre Itard et Victor.
Alors c'est un projet qui est aussi complexe à mettre en œuvre, puisque de par la relation entre Itard et Victor, c'est pas quelque chose qui est facile à écrire et ce n'est pas quelque chose qui va être facile à filmer. Victor, vous allez voir, je ne vais rien vous dévoiler, rassurez-vous, hein, je continue un peu mon speech, mais je ne vais rien vous dévoiler de l'histoire et il n'y a rien à spoiler, comme on dit de toute façon. Mais Victor, vous allez le voir, est un jeune sauvage, il ne sait pas parler, donc on a là une relation entre un personnage, le personnage d'éducateur, le docteur Itard, qui représente donc voilà, l'éducation, le personnage socialisé, normalisé on va dire, et ce jeune sauvage qui n'a pas accès à la communication et pas accès au langage. Et bien filmer ça, c'est quand même un sacré pari. Et Truffaut va faire un choix qui est assez radical pour le coup. Il va faire le choix de se dire, puisque ce jeune personnage est muet pendant une longue partie du film, eh bien on va faire le film comme justement en héritage du cinéma muet. Donc, contrairement hier, vous vous souvenez, je vous ai parlé du format scope dans L'Enfant sauvage, qui est vraiment un format, ces formats larges, ils apparaissent dans les années 50, donc on était dans un cinéma qui était très ouvert aux contemporains. Là, pour le coup, Truffaut fait le choix de revenir à un format carré, le format 1:33, si vous vous souvenez de ma diapositive, donc vraiment un format beaucoup plus étroit, qu'est les formats des débuts du cinéma, du cinéma pour ceux qui ne sauraient pas forcément, le cinéma des années jusqu'à la fin des années 20. Alors évidemment, ce n'est pas un cinéma contemporain de l'histoire de Victor de l'Aveyron, puisqu'on est à fin 18e, début 19e siècle, mais c'est l'idée de revenir vers le cinéma muet qui précisément était un cinéma qui avait à sa disposition des moyens uniquement visuels pour rendre compte de la psychologie des personnages et des interrelations entre les personnages. Et Truffaut va essayer comme ça de renouer avec l'esthétique du cinéma muet pour s'emparer de ce personnage de Victor, le rendre expressif, le rendre attachant, créer une empathie, comme hier avec le personnage d'Antoine, non pas par le biais de la parole, mais par le biais des moyens cinématographiques et des moyens visuels. Alors, le tournage, je vous le disais tout à l'heure, il a lieu durant l'été 69, et hier, je ne l'avais pas précisé, mais on va retrouver au générique un nom qui hier déjà figurait aussi au générique des 400 coups, c'est le nom de Fernand Deligny. Alors Deligny est vous le connaissez j'imagine, de par les études que vous avez faites, donc c'est un éducateur qui a eu une notoriété certaine et qui était ami de Truffaut. Truffaut l'avait rencontré grâce à André Bazin. Et dans ces années-là, les années d'écriture de L'Enfant sauvage, Deligny travaille avec des enfants autistes. Et Truffaut, pour construire son personnage de Victor, échange énormément avec Deligny sur l'autisme et les manières de communiquer ou non, les limites de la communication avec les autistes. Et un temps, donc Deligny conseille Truffaut sur le film pour que ce personnage de Victor soit crédible. Et pendant un temps, Truffaut pense même faire jouer un jeune autiste dont Deligny a la garde pour le film. Bon, c'est évidemment beaucoup trop compliqué sur le tournage et Truffaut va faire appel à un non-acteur, un jeune gitan qu'ils ont trouvé, donc lui et son assistant dans le sud de la France, pour jouer le personnage de Victor. Mais donc la présence de Deligny est vraiment importante comme conseiller scientifique, on peut dire. C'était déjà le cas sur les 400 coups, c'est le cas ici aussi. Et puis, à côté de Victor, donc joué par le jeune gitan Jean-Pierre Cargol, le docteur Itard est joué par François Truffaut lui-même. Donc si vous ne connaissiez pas son visage, cela dit, il est sur l'affiche en bas, vous devez le voir, mais vous allez le découvrir dans le rôle de Itard. Et bien évidemment, ce n'est pas un hasard que Truffaut choisisse précisément ce rôle pour devenir acteur. Dans le film, il est à la fois un éducateur, mais il est aussi une sorte de père de substitution pour Victor, pour le jeune sauvage. Il est l'adulte qui jouera un rôle décisif dans la vie de Victor, exactement comme Bazin, le critique de cinéma, avait joué un rôle décisif dans sa propre vie. Donc vous voyez comment la biographie nourrit toujours le cinéma de Truffaut. La figure, alors en disant ça, on le comprend aussi, la figure du docteur Itard, contrairement hier aux figures d'instituteurs et d'éducateurs au centre d'observation, la figure d'Itard est un éducateur, mais un éducateur cette fois-ci éminemment positif. Et vous allez découvrir, je ne vais pas vous en dire plus, mais vous allez découvrir comment cette relation très constructive se construit. Alors simplement, en guise de conclusion,
je signale donc les 3 pistes sur lesquelles on pourra discuter à l'issue de la projection. Comme hier, je vais d'abord en revenir par la structure dramaturgique du film, simplement pour raviver nos souvenirs et puis nous remettre un peu d'ordre dans les idées, parce que c'est toujours compliqué de discuter après avoir vu un film. On est un peu dans un état cotonneux et rêveur, donc on reviendra un peu sur la logique d'enchaînement comme ça des différentes scènes et séquences pour remettre nos idées en ordre, et puis je dirai déjà quelle première conclusion on peut en tirer. Puis ensuite, je vous propose qu'on discute de la vision de l'état sauvage qui est véhiculée par le film. Vous me direz comment vous percevez les choses, et je vous dirai aussi ce qu'on peut en dire du point de vue de la mise en scène. Et puis le dernier point, qui va de soi, parce que c'est vraiment la thématique du film, sur l'éducation comme éveil au monde. Voilà, donc ça, ce sont les points sur lesquels je souhaiterais discuter. Alors juste pour conclure, 2 points, enfin un tout petit point de précision sur le déroulement de la séance. Donc là, on va lancer le film, à la suite de quoi je ne prendrai pas la parole tout de suite, mais il y aura une capsule de Philippe Mérieux, vous avez vu sur le programme, donc une vingtaine de minutes où il nous livrera sa vision du film. Et nous, on enchaînera notre discussion à l'issue de la capsule qui, je l'espère, dans le contenu, viendra nourrir aussi notre réflexion. Et puis, je crois que je n'oublie rien. Donc, c'est bon. Donc, je vous souhaite un bon film. J'espère qu'il va vous plaire. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous et très heureux d'être associé par l'intermédiaire de ces quelques images à votre réflexion autour du très beau film de François Truffaut, L'enfant sauvage. Alors comme vous le savez, ce film est inspiré de 2 textes des mémoires du docteur Jean-Marc Gaspard Itard. Alors quand je dis mémoire, il ne s'agit pas de mémoire qu'il aurait rédigé à la fin de sa vie, il s'agit de mémoire rédigée par Itard à la demande de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences pour rendre compte de ce qui était alors une sorte d'expérimentation scientifique, l'éducation de cet enfant sauvage qu'Itard va prénommer Victor en référence au premier borborigme qu'il a entendu. Alors, qui est Itard? Itard est un jeune médecin, il a 25 ans quand il entend parler pour la première fois de cet enfant sauvage. Alors cet enfant sauvage, d'où vient-il? Eh bien, il a été aperçu pour la première fois en 1797 dans des forêts de l'Aveyron. Il a été capturé par les paysans qui voient en lui une espèce de bête. Il est sale, il se nourrit de racines, de glands, de champignons, peut-être même d'animaux sauvages. Les paysans le capturent, cet enfant sauvage s'échappe, on le capture à nouveau, il s'échappe à nouveau, et puis un jour, en janvier 1800, c'est-à-dire 3 ans après, cet enfant, on le revoit parce qu'il vient toquer à la porte d'un habitant d'un petit village qui s'appelle Saint-Cernin. Alors, à ce moment-là, les villageois s'organisent, ils prennent peur un petit peu, bien sûr, ils ne veulent pas garder cet enfant lui-même, ils l'envoient dans un orphelinat. Dans cet orphelinat, eh bien, des tas de gens viennent le voir. C'est une sorte d'attraction de foire pour les gens de l'époque, les gens d'alentour. Et ce qui va se passer, c'est que assez vite, la nouvelle de la découverte de cet enfant sauvage va se propager jusqu'à Paris. Alors à Paris, on est très intéressé par cet enfant parce qu'il y a des débats philosophiques, des débats scientifiques autour de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine. Qu'est-ce que l'humain? D'où vient-il? Comment est-il formé? Est-ce que c'est Dieu qui construit les hommes à son image? Est-ce que c'est le milieu, l'éducation qui détermine le développement de chaque être humain? Tout cela est très fortement débattu à l'époque. Et la séparation que nous connaissons aujourd'hui entre les sciences exactes et la philosophie est pas du tout d'actualité. Les médecins sont philosophes, les philosophes sont souvent médecins, scientifiques. Tout ce petit monde de débats, de questions autour globalement de ce que nous dirions l'inné et l'acquis. Alors, un certain nombre de spécialistes qui ont entendu parler de cet enfant sauvage vont venir l'examiner. Et puis on va faire venir cet enfant à Paris. Et là, l'abbé Sicard, qui est directeur à l'époque de l'Institut des sourds-muets, et qui est un des grands spécialistes, on pourrait dire,
des enfants anormaux, eh bien, laisse entendre que cet enfant, en réalité, n'a pas l'équipement mental nécessaire, qu'il est une sorte de sous-être, et il le fait examiner pour faire confirmer son diagnostic par le grand spécialiste à l'époque de l'aliénation mentale qui s'appelle le docteur Pinel. Le docteur Pinel n'est pas un mauvais bougre, c'est quelqu'un qui cherche à sortir un certain nombre d'enfants identifiés comme aliénés, arriérés des asiles. Mais quand il découvre Victor et qu'il lui fait faire un certain nombre de petits tests élémentaires, il en déduit d'une manière extrêmement définitive que cet enfant est dans un état de ce qu'il appelle l'idiotisme incurable. Idiotisme incurable. Alors, Itard est tout près, là, est tout près dans cet institut des jeunes sourds. Il n'a pas encore passé sa thèse de médecine, il n'est pas encore médecin, et il entend parler de cet enfant. Itard est très intéressé par tout un courant philosophique de l'époque, le courant philosophique que l'on appelle des empiristes ou des sensualistes. Alors, pour résumer cela d'un mot, on pourrait dire que c'est un courant qui considère que l'être humain est très largement conditionné par son milieu et son éducation. On va même jusqu'à dire que tout être humain est comme une cire molle sur laquelle l'éducation va apposer un sceau et donc donner une forme définitive. Itard est convaincu de cela. Il y a des philosophes, il y a des scientifiques qui sont empiristes, il y a quelqu'un qui s'appelle Condillac, qui enseigne alors à Grenoble et qui explique que l'humain est construit à partir de ses sensations. Il y a un philosophe qui s'appelle Helvétius, qui écrit un grand traité qui s'appelle De l'homme, où il dit l'éducation peut tout. L'éducation peut tout, même faire danser les ours, c'est-à-dire même aller contre ce que l'on croit être ou ce que l'on imagine être la nature. Et Itard est convaincu de cela. Il est convaincu de cela, il pense que c'est la condition du progrès humain que de se convaincre de cela, et qu'il faut expérimenter cela et même prouver cela. Et il va voir en cet enfant l'occasion, la possibilité qui lui est offerte de prouver les thèses des empiristes et des sensualistes, de démonter les thèses adverses qui postulent l'existence d'une nature humaine et d'une liberté humaine très largement déterminée par Dieu et par la grâce divine. Alors, Itard obtient qu'on lui confie Victor, et il se passe ce que vous avez vu dans le film. Le film est à peu près fidèle aux deux mémoires d'Itard. Il est fidèle à une nuance importante près, c'est que Truffaut, qui interprète le personnage d'Itard, à mon avis, l'adoucit beaucoup. Il en fait un être d'une très grande humanité, alors qu'Itard est sans aucun doute un médecin exceptionnel, sans aucun doute un philosophe tout à fait convaincu, sans aucun doute un pédagogue, et on y reviendra, un inventeur exceptionnel, mais je pense qu'il était beaucoup moins bienveillant que le film ne nous le montre. Le film, en effet, fait l'impasse sur un certain nombre de situations qui sont pourtant des situations dont Itard nous parle et qui sont des situations d'assez grande violence. En effet, Itard est convaincu, profondément convaincu, que Victor, appelons-le Victor maintenant, que Victor peut être éduqué et il peut accéder à toutes les capacités d'un être humain et en particulier accéder au langage, qui est pour Itard la faculté majeure de l'être humain. Et il va imaginer des outils, vous l'avez vu, il va faire des expériences, il va accompagner Victor là-dedans, mais de temps en temps, il va un petit peu s'énerver. Il y a quelques épisodes un peu durs dans les mémoires d'Itard, où on le voit battre Victor d'une manière assez virile, où on le voit, comme Victor avait peur du vide, on le voit le mettre dans le vide au sommet de la tour Saint-Jacques, qui était juste à côté, pour lui faire peur et obtenir de lui un peu plus d'obéissance.
Et puis on le voit faire un certain nombre d'expériences tout à fait étonnantes pour lui faire découvrir l'injustice. Eh bien, on le punit en l'enfermant dans un placard quand il a fait quelque chose de bien. Bon. Tout ça est assez étrange et a fait dire à un certain nombre de commentateurs que Itard était un éducateur, mais que c'était aussi un véritable tyran. Euh, un, un philosophe pédagogue, Francis Humbert, a écrit d'Itard que on peut à la rigueur l'avoir pour éduquer un enfant considéré comme idiot, mais qu'il ne faudrait sûrement pas l'avoir pour éduquer d'autres enfants, et en tout cas pas l'avoir comme homme politique, parce que ce serait un véritable dictateur et qu'il utiliserait des méthodes pas particulièrement respectueuses des individus. Et là, on touche à la fois l'intérêt et la limite du film de Truffaut. Au fond, ce que ce film nous montre, c'est ce en quoi Itard, parce qu'il est convaincu de l'éducabilité, c'est-à-dire du pouvoir qu'a l'éducation sur la construction d'un sujet humain, cet Itard qui est convaincu de l'éducabilité, comment il va mettre en œuvre des moyens pour que cette éducabilité se réalise et que cet enfant puisse accéder enfin à toutes les facultés que l'on attend d'un enfant, entre guillemets, normal. Oui, ce principe d'éducabilité, il est extraordinaire, il est formidable, il est généreux. Il est même un principe opérateur, puisque c'est au nom de ce principe que tous les progrès en éducation ont été réalisés. Il faut bien postuler l'éducabilité de ce que les autres pensent inéducables pour pouvoir aller se tourner vers eux et pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir leur permettre d'apprendre, de grandir, de se responsabiliser et d'être intégrés progressivement dans la société. Donc Itard, il est porteur de ce principe-là. Il est porteur de ce principe au nom d'une philosophie qui est quand même une philosophie dure, hein, une philosophie violente, une philosophie qui est presque une philosophie de la conformation, une philosophie qui confine à l'idée que l'éducation, c'est le dressage, et que le dressage autorise à peu près tout, y compris certaines formes de violence physique et psychique. Alors, le film fait un peu l'impasse là-dessus, sur ces violences. Il fait un peu l'impasse et on le comprend bien, on comprend bien pourquoi. Et en même temps, c'est un peu dommage à mes yeux. C'est un peu dommage parce que Itard nous apprend aussi beaucoup de choses à travers les limites même de son engagement et de son action. Les limites, à travers le fait que précisément, au nom de l'éducabilité, il est tenté de basculer dans le dressage, il est tenté de mettre quasiment des électrodes, à l'époque ça s'appelait des bouteilles de LED, des condensateurs, pour activer les neurones de Victor, ce qui n'est quand même pas une méthode pédagogique que nous considérerions aujourd'hui comme particulièrement recommandable. Alors c'est intéressant parce que ça nous ouvre à cette idée que le principe d'éducabilité est absolument nécessaire, mais que pour ne pas basculer dans une sorte de toute-puissance qui ouvrirait aux pires dérives, il a besoin d'être équilibré. D'être équilibré par une forme de respect, on dirait peut-être aujourd'hui de bienveillance, qui considère l'autre non pas comme un objet à fabriquer, mais comme un sujet dont on accompagne le développement. Et ça, c'est pas très clair dans le film. Dans le film, Victor est plus un sujet qu'un objet. Dans la réalité, de ce que décrit Itard, il est très souvent plus un objet que l'on manipule, une cire molle que l'on cherche à former, à donner une forme, qu'on cherche à donner une forme, qu'un sujet reconnu en tant que tel. Et cela m'amène à deux conclusions.
une conclusion à caractère éducatif qui est, à mon avis, très importante, c'est qu'il nous faut, comme Itard, postuler l'éducabilité de chacune et de chacun, mais il nous faut aussi, comme Rousseau nous l'avait appris dans les Mille, respecter la liberté de l'autre et tout faire pour que l'autre se développe sans pour autant le soumettre à notre violence éducative et basculer dans une forme de toute-puissance qui l'abolit en réalité comme sujet, c'est-à-dire qui abolit ce que précisément on cherche à former. Voilà une première leçon à caractère éducatif qui est très importante pour moi. On n'a jamais fini d'inventer des moyens au nom de l'éducabilité, et pour autant, cela ne nous empêche pas, bien au contraire, de respecter le fait que c'est à l'autre de s'engager, et que c'est son engagement qui le fait grandir, et non pas son obéissance à mes injonctions, et non pas son obéissance à ce qui serait des règles venues de l'extérieur. C'est la leçon éducative. Maintenant, il y a une leçon scientifique aussi. Il y a un chercheur, Adrian Lane, qui a étudié Itard, pas simplement à travers les textes que nous connaissons et le film de Truffaut, mais qui a fait une recherche extrêmement approfondie sur Itard, et qui a montré qu'en réalité, probablement que Itard avait raison, au sens où probablement Victor n'était pas un débile de naissance, qu'il n'avait pas été abandonné par ses parents parce que ses parents avaient repéré qu'il était atteint d'idiotisme incurable. Probablement Victor était un enfant entre guillemets normal. Mais Lane explique que justement, parce que Itard n'a pas su repérer suffisamment les savoir-faire, les richesses, les intuitions que pouvait avoir Victor, eh bien, il n'a pas réussi à l'amener là où il voulait l'amener, en particulier à l'accès au langage articulé, à la parole. Alors, bien sûr, Itard a fait progresser Victor considérablement, y compris comme petit humain, puisque Victor a maintenant des sentiments, que Victor est un être avec qui on peut échanger, pas par la parole, mais on peut échanger néanmoins, par le regard, par le geste, par une forme d'empathie, mais il ne parle pas. Il ne parle pas et il ne parlera pas au point que Victor sera, entre guillemets, abandonné par Itard et mourra quelques années plus tard, autour de l'âge de 30 ans. Et là, il nous montre que si Itard a échoué, c'est parce qu'il n'a pas su suffisamment observer Victor, comprendre Victor, repérer ce qui, chez Victor, pouvait être un point d'appui pour le faire progresser. Alors, évidemment, Lane est quelqu'un qui fait des hypothèses. Il y a d'autres hypothèses, puisque on a trouvé ici ou là que Victor pouvait être autiste. On a dit ici ou là que Victor pouvait avoir un certain nombre de déficits cérébraux. On ne saura jamais avec certitude de ce qu'il en était. Mais considérons sérieusement l'hypothèse de Lane. L'hypothèse de Lane, au regard du vrai Itard, pas de l'Itard interprété par Truffaut. Parce que l'Itard interprété par Truffaut, c'est l'Itard qu'aurait voulu Lane. C'est un Itard qui postule l'éducabilité, mais qui voit en l'autre un sujet qui l'accompagne et non pas qui le contraint. Voilà. Et puis, avant de vous quitter, quelques mots pour vous dire que malgré ce que je viens de vous exprimer, malgré cette tentation de toute puissance dans laquelle le vrai Itard, et non pas Itard interprété par Truffaut, bascule, le vrai Itard est quelqu'un d'exceptionnel, exceptionnel par son inventivité pédagogique. Et là, le film est très juste.
une très grande inventivité pédagogique. Maria Montessori, dans l'introduction de son livre Pédagogie scientifique, rendra hommage à Itard en disant « il a tout inventé, moi je n'ai fait que utiliser le puzzle, utiliser les jeux, utiliser toute une série de petits outils qu'il a fabriqués et finalement de les mettre à disposition de chacune et de chacun. Et cela nous apprend quelque chose qui finalement est toujours vrai. C'est que en matière éducative, comme dans le domaine du cinéma, et je reprends là une expression de Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page. C'est la marge, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des marginaux, qui finalement font progresser le système tout entier. C'est ceux qui s'occupent des inéducables, de ceux que l'on croyait inéducables, qui inventent des solutions qui finalement vont bénéficier à toutes et tous. Et c'est vous donc, c'est vous qui êtes aujourd'hui des gens qui travaillent à la marge, avec ceux qui sont à la marge de la société. C'est vous qui êtes au fond les inventeurs d'une pédagogie de l'inclusion authentique, de l'inclusion pour une socialisation authentique et pour la construction d'un monde, d'un univers à hauteur d'hommes et de femmes, respectueux des différences, mais aussi faisant de notre commune ressemblance et de notre humaine condition, comme disait Montaigne, la pierre de touche de notre engagement. Voilà, vous êtes tous un peu Itard, et Itard a ouvert la voie, comme bien d'autres pédagogues. Il fut sans doute un des premiers, et Truffaut a bien fait, même s'il a revisité un petit peu son histoire, de nous proposer ce très beau film qu'est L'Enfant sauvage. Voilà, ça doit fonctionner. Bien, alors je propose, je vais pas mettre mon diaporama parce que je vois que le temps file et finalement ça va peut-être nous faire perdre plus de temps qu'autre chose que de partir du diaporama et de la structure que j'avais préparée. Je pense qu'on peut déjà peut-être commencer par rebondir sur les propos de Philippe Mérieux qui me semble dire des choses très justes et qui concordent avec une partie du propos que je voulais tenir et discuter avec vous. C'est que d'un côté, on le voit, le film est très proche des rapports rédigés par Itard. Alors au passage, juste petite précision, si vous voulez les lire, ces rapports ont été, donc le rapport de 1801 et de 1806, il y en a deux rapports de Itard sur cette éducation de Victor. Vous pouvez les trouver, ça a été numérisé et c'est disponible sur Gallica. Donc en quelques clics, vous pouvez tout à fait les lire. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, c'est vraiment absolument passionnant. Et ça se lit voilà, comme un récit de vie, vraiment avec beaucoup d'émotions aussi. Alors, donc je disais, Philippe Mérieux nous dit quelque chose de très juste, c'est que le film est au plus proche des rapports, donc il a vraiment la vérité historique est très présente. Et en même temps, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas dit hier, mais ça valait aussi pour les 400 coups, Truffaut est quelqu'un qui détestait le documentaire. Pour lui, alors il associait, peut-être à tort, ça peut être discuté, mais il associait le documentaire à l'idée d'un cinéma de constat, d'objectivité, de retrait. Et pour lui, le cinéma, c'est l'implication personnelle à tout prix. Donc Truffaut, pour lui, le cinéma, ça consiste à remodeler la réalité et à véritablement s'impliquer dans ses films. Et donc, il n'y a pas d'impératif de répondre à la vérité historique pour Truffaut, mais bien évidemment que le Itard qu'il montre, c'est son Itard rêvé. Et je le disais tout à l'heure en introduction, c'est pas un hasard si Truffaut, quand il fait ses premiers pas d'acteur, choisit d'incarner ce personnage, qui est un personnage effectivement totalement idéalisé. Il est l'éducateur que Truffaut aurait rêvé de rencontrer, voire il peut partager certains traits aussi avec le Bazin qu'il a connu dans son enfance. Donc peut-être pour préciser un petit peu ça, parce que Philippe Mérieux voit une limite. Alors du point de vue de la réalité historique, c'est vrai que c'est une limite, il n'y a pas forcément de cohérence avec les faits jusqu'au bout, c'est vraiment une vision particulière, mais pour Truffaut, je pense que c'est quelque chose de très assumé justement de prendre ses libertés avec simplement l'idée du film historique.
Une petite chose que je voudrais dire peut-être pour introduire. Alors j'avais prévu de vous montrer comme hier un peu la structure du récit, mais je vous dis, bon, faute de temps, on va passer outre. Vous avez sans doute fait, même si on ne va pas le détailler, mais fait l'expérience de voir que le film est extrêmement découpé. Hein, il se passe beaucoup de choses dans le film. Donc la structure est très découpée, et les plans peuvent être très courts. C'est très difficile aussi d'essayer d'isoler les scènes entre elles. Et au final, c'est assez difficile aussi d'articuler, plus globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est difficile d'articuler le temps. Et c'est ça qui est assez passionnant dans ce film. C'est qu'il nous fait le récit de l'apprentissage du jeune Victor, mais en même temps, ça va de pair avec ce que j'ai tout à l'heure sur ce refus d'avoir une approche purement documentaire, distanciée. En même temps, on ne sait pas exactement comment le temps s'écoule dans le film. Qu'est-ce qui va dicter l'ordre des scènes et des séquences? Ce n'est pas le rythme journalier comme on avait dans les 400 coups, hein, où on pouvait identifier des journées distinctes dans la temporalité d'Antoine. Mais là, véritablement, le rythme du film, c'est les progrès de Victor. Et le film adopte, là aussi, véritablement, le point de vue du personnage, au sens où on va le suivre depuis donc, sa capture, donc même son état sauvage et sa capture, jusqu'aux derniers progrès dont Itard a témoigné dans son rapport. Et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment une manière de dire que celui qui est moteur de l'action, celui qui est moteur du récit, c'est Victor, et c'est Victor pris dans ses progrès, considéré par Itard. Et si vous avez fait attention, à plusieurs moments dans le film, Itard nous dit « Je pense que je suis allé trop vite. J'ai oublié un peu trop vite que Victor n'est là que depuis 3 mois. » D'accord ? Donc il y a bien l'idée qu'il y a aussi cette figure idéale d'éducateur, c'est celui qui sait s'adapter au rythme de l'apprentissage de son élève. Et tout le film est construit comme ça, autour de ces progrès de Victor. Et ça, donc, on le voit quand on ressent le film, quand on le voit en tant que spectateur. On le voit encore plus clairement quand on découpe un petit peu les choses. Et Truffaut le rend très perceptible aussi à travers certaines figures de style. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, c'était la même chose sur mon DVD. Je vous annonçais un format qui était le format du muet, qui était un format beaucoup plus carré. Comme très souvent, quand les éditeurs DVD font sortir les films, ils ont tendance à actualiser un peu les choses. Et le film, là, pour le coup, a été transféré, si vous voulez, dans un format un peu plus large. Normalement, le film initial, c'est du format comme au temps du muet, comme je vous le disais, donc dans un format plus carré. Et Truffaut reprend aussi certaines formes cinématographiques du temps du muet, notamment l'iris. Vous voyez ces moments où l'image se referme, comme en photographie, hein, c'est le même procédé. Cette image se referme avec un rond qui vient encadrer souvent soit le visage de Victor, soit le mollet quand il parvient pour la première fois à l'écrire. Et ça aussi, ou alors au contraire, il y a des ouvertures à l'iris, on part d'un point de détail et on ouvre. Ça aussi, ça participe de la structure du film et de la structuration du temps. Et à chaque fois, vous voyez que le point focal, c'est Victor, c'est ses progrès, et le film se structure comme ça, autour de ces moments qui sont des moments d'acquisition et qui sont des moments très très importants. Alors ça, c'est première remarque, donc était destinée à nous permettre de mieux comprendre un petit peu les partis pris, hein, qui sont véritables et qui sont très forts de Truffaut. Peut-être qu'on peut parler un peu plus en détail, et peut-être que là, justement, c'est ce qui, vous aussi, vous permettra peut-être d'échanger sur des éléments de vécu et de compréhension mutuelle qu'on peut avoir sur la question de l'éducation et le personnage de Itard. Je vous avais annoncé au début qu'on parlerait de la vision de la vie sauvage. Il me semble que c'est peut-être moins nécessaire. Alors, le film, dans son déroulé, donc, reprend comme ça les progrès de Victor depuis l'état sauvage jusqu'à donc cette... Alors, ce n'est pas l'ultime étape, puisqu'il dit « tantôt nous reprendrons nos exercices à la fin », mais on comprend que Itard est allé au bout, en quelque sorte, de ce qu'il pourra faire avec Victor, qui n'apprendra jamais à parler. Donc, on sait... Et on le sait dès le départ, qu'il n'y aura pas de miracle, qu'il n'y aura pas de happy end. Et le film fait le choix, là aussi, de la fin ouverte. Hein, on voit qu'on ne ferme pas le récit. Comme à la fin d'ailleurs des 400 coups, on n'en a pas parlé hier, mais on avait la fin ouverte aussi. Antoine qui se retourne vers la caméra, regard caméra, et on ne sait pas ce qui va advenir. Donc là,
il fait ce même choix de laisser l'avenir ouvert. Alors, dans la réalité historique, on nous a dit que ce n'est pas très, très glorieux, puisque Itard abandonnera littéralement Victor, qui mourra de maladie et qui finira dans une fosse commune. Donc, c'est quand même très, très triste, hein, la suite de l'histoire de Victor. Mais Truffaut, bien évidemment, hein, quand on sait son parti pris, qui est celui d'une identification très forte à Itard, évidemment, ne va pas raconter ça. Il y a quand même toute l'idée d'un devenir possible et au moins d'un personnage, d'un jeune être qui a fait justement des pas de géant. Et ce sont les dernières paroles que lui dit Itard aussi. Tu n'es pas encore un homme, mais tu es un jeune homme extraordinaire, etc., etc. Donc une fin ouverte, certes, mais une fin positive quand même si le miracle n'aura pas lieu. Alors peut-être vous, un peu plus précisément, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage de Itard? Est-ce qu'il vous a surpris? On nous a dit qu'il était très inventif, et j'allais le dire aussi. Est-ce qu'il vous a surpris? Est-ce que vous avez été plutôt empathique avec ce personnage? Quels traits ou quelles scènes vous ont marqué dans ce processus d'apprentissage qui est montré? Pas de remarques? Pas de ressenti? Oui. Alors oui. Oui, tout à fait. Hein, effectivement, on voit bien, dès le départ, il a un projet. Hein, il apprend l'existence du jeune Victor dans les journaux. Déjà, il est intellectuellement curieux de découvrir ce jeune garçon. Quand il est au moment quand Victor est accueilli à l'Institut des Sourds-Muets, on voit que là, il forge littéralement un projet pour Victor, Itard. Hein. Il dit que voilà, il va le prendre chez lui, et évidemment qu'il y a une finalité. Hein. Et cette finalité de l'éducation de Victor, c'est le but suprême pour Itard. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui a une idée fixe. Et alors ça, chez Truffaut, les obsessionnels, les idées fixes, on en aura beaucoup, beaucoup dans son cinéma. Hein, par exemple, L'homme qui aimait les femmes, lui, son idée fixe, c'est les femmes. Là, l'idée fixe de Itard, c'est effectivement l'éducation de Victor. Après, beaucoup pour faire le lien quand même avec ce que je disais, c'est qu'on voit que la beauté quand même du geste d'Itard, c'est de réussir à s'adapter quand même à son personnage. Et c'est ça qui est très fort, c'est que le but, c'est de l'apprentissage du langage, c'est l'apprentissage de la parole. Donc, tous les exercices sont inventés pour amener vers cette finalité. Mais en même temps, il faut bien s'adapter au fait que le rythme de Victor impose certaines nécessités de repos, de sessions de travail qu'il faut interrompre, inventer des nouveaux exercices parce qu'il ne comprend pas ce qu'on leur demande. Donc oui, hein, je suis tout à fait d'accord, il y a vraiment cette idée d'obsession, hein, de but à atteindre qui est très très fort. Mais on voit qu'il y a cette compréhension aussi du personnage de Victor. Itard est un éducateur qui sait se mettre à la place. Parfois un peu contraint et forcé, il met du temps. Hein. C'est pas toujours immédiat. On sent qu'il va un peu contre sa nature. Il y a la stimulation intellectuelle, scientifique qui lui donne envie d'aller vite, de brûler les étapes. Puis c'est Victor qui le rappelle la réalité. Quand Victor fait ses crises, quand il saigne du nez, c'est ça qui freine Itard. Les autres, ou sur Victor, hein, sur ce duo. Moi, si vous voulez revenir sur une scène, c'est quand littéralement il pète un câble et qu'il dit je regrette de t'avoir connu. Et en fait, moi, je me retrouve un peu, et pour en avoir discuté avec mes collègues aussi, c'est que ça nous rappelle que nous aussi, on se fatigue. Quand on a des suivis, on ne sait plus quoi faire. On a exposé toutes nos idées et tous nos outils. Et au final, on se dit, est-ce qu'on peut continuer à faire quelque chose ou est-ce qu'on ne peut plus rien faire, il veut rien faire, on est face à un mur et on se retrouve démunis. Donc c'est vrai que cette scène-là, elle était très marquante et elle me faisait beaucoup écho justement à notre métier. Tout à fait. Et puis, ce qui est beau aussi dans cette scène, c'est que donc c'est notamment au moment où Victor a les yeux bandés là,
Et ce qui est beau aussi, c'est que donc il parle à Victor, mais il sait très bien aussi que Victor ne peut pas comprendre ce qu'il lui dit. Donc en plus, ses réflexions, il les fait à voix haute, mais il se les fait à lui-même, parce que finalement, à ce moment-là, Victor est littéralement un mur, en fait. Là, il n'y a vraiment pas d'interaction possible. En plus, donc, il a les yeux bandés, il est aveugle à cette relation avec Itard. Et ça, je crois qu'au-delà du film, au-delà du cinéma, je pense que dès qu'on est dans une situation d'éducation, alors vous, dans des métiers qui sont effectivement des métiers difficiles, mais également moi qui enseigne, je crois que ça fait vraiment partie de notre quotidien. Ces moments où on se dit mais à quoi bon, mais ça sert à rien, mais ils veulent pas entendre, mais ils ne comprennent pas, mais je n'arrive pas à expliquer. Et malgré tout, je crois que, et c'est aussi le point commun, et peut-être l'actualité finalement du personnage d'Itard, c'est qu'il y a un idéal derrière. Et un idéal qui est un idéal altruiste, un idéal humaniste, qui, je pense, vous a fait aller vers ces métiers, et qui, même comme moi, quand simplement on enseigne, auquel on tient. Et c'est finalement cet idéal qui nous porte et qui nous permet de passer outre, on va dire, ces moments, effectivement, où la relation éducative, pédagogique, elle échoue. Ça ne marche pas. Et en même temps, si on s'arrête à ça, à quoi bon? Finalement, je pense que c'est aussi ça. Victor apprend de ses erreurs, mais Itard apprend aussi de ses erreurs. Et je crois que nous tous, au quotidien, on fait cette expérience là aussi. Peut-être qu'une fois, ça ne marche pas, mais on se dit qu'on s'y est mal pris, qu'il faut trouver d'autres manières, justement, d'entrer en communication avec nos publics. Et puis, on y réfléchit, ça mûrit. Une autre fois, ça peut fonctionner, comme ça ne peut pas. Et auquel cas, je vous dis, je pense qu'on est quand même tenu par les valeurs qui sont les nôtres aussi. Autres éléments? Oui, c'est au fond, là-bas. Alors, le temps que la parole vienne, moi on verra si votre question va dans ce sens, mais je pense qu'il y a un élément qui n'a pas été non plus souligné par Philippe Mérieux, c'est que je pense que moi, ce que je trouve très beau dans le film aussi, c'est ces trois pôles de l'éducation qui sont parfaitement complémentaires dans ce que met en place Itard. C'est l'éducation des sens, l'éducation affective et l'éducation intellectuelle. Ça, je pense qu'on pourra peut-être en reparler aussi. C'est ce qui, je crois, fait toute la modernité aussi des méthodes d'Itard et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous parle encore beaucoup. Mais peut-être que votre question va dans un tout autre sens. En fait, c'était sur le rôle de la dame de compagnie qui, finalement, est très important car elle est dans le prendre soin avec Victor. On se rend bien compte que quand ça devient trop difficile avec le docteur Itard, Victor va d'emblée dans ses bras. Enfin, il y a une vraie relation de confiance qui naît et elle est dans le prendre soin. Et je trouve que la complémentarité du docteur Itard et de cette dame amène à quelque chose de très positif dans l'évolution de Victor. Tout à fait. Si vous avez lu les rapports, Madame Guérin, elle existe dans les rapports et ici elle est portée à l'écran. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous parlez de la complémentarité, mais ils parviennent même finalement à recréer une sorte de cellule familiale recomposée. Itard qui est d'abord médecin, éducateur, qui devient un peu le père par adoption de Victor, et puis Madame Guérin, la gouvernante, mais qui devient aussi la mère, qui délivre l'affection. C'est beaucoup plus qu'une gouvernante, on a envie de dire. Et on a ici comme une famille recomposée, au-delà simplement de la question éducative qui est posée au départ. Et ça, on retrouve aussi cette obsession de Truffaut pour la famille et pour le soin maternel. Et c'est aussi sans doute pour ça que Madame Guérin est si importante dans le film, c'est que c'est une figure maternelle positive. L'antithèse, pour le coup, de Madame Douanel qu'on avait hier, qui était la femme dans toute la cruauté de la séduction. Alors, du point de vue de Truffaut, c'est peut-être ce qui a beaucoup vieilli dans le cinéma de Truffaut, c'est quand même son rapport aux femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fera un peu parler, mais la femme est souvent identifiée à ces figures de séduction très cruelles. Là, Madame Guérin est très loin de cela. Et Truffaut, justement, pousse assez loin cette espèce de vision de la famille recomposée, parce que quand on lit les rapports, Madame Guérin, elle est mariée. Et son mari va tomber malade. Et c'est elle, normalement, qui amène Victor en promenade. Et elle ne peut plus l'emmener en promenade quand son mari tombe malade, parce qu'elle doit être au chevet de son mari. Donc on voit que cette dimension-là,
elle est totalement étrangère dans les rapports d'Itard. Et là aussi, ça fait vraiment partie de la recomposition cinématographique et un peu fantasmatique de Truffaut, hein, tout à fait. Alors peut-être pour rebondir, tout à l'heure, on parlait un petit peu de... Philippe Mérieux le disait aussi, hein, finalement le film se termine quand même par un échec, c'est-à-dire que Victor n'apprendra pas à parler et que sa communication, elle est quand même extrêmement limitée. Et dans le film, Itard dit lui-même que Victor ne parvient à maîtriser que ce qu'il appelle le langage en action, c'est-à-dire le langage associé à des actions concrètes qui sont destinées à permettre de subvenir à ses besoins hein, en nourriture ou même ses besoins d'affection. Donc le film, là, nous montre qu'effectivement, du point de vue de la formation intellectuelle, Victor atteint finalement ses limites. Mais ce que je trouve très beau dans le film, c'est qu'il nous montre très bien aussi que cette formation intellectuelle, c'est pas la seule. Et c'est pour ça que le film ne peut pas être lu finalement ou vu simplement, enfin le processus éducatif dans le film ne peut pas être vu simplement comme un échec, quelque chose qui n'adviendra pas dans sa forme aboutie, parce qu'à côté de ça, Victor est passé du stade, on va dire, du quasi-animal, hein, quand il est dans la forêt, quand il est ce jeune enfant sauvage, totalement insensible. Hein. Il n'y a absolument aucune sensation commune avec, normalement avec les êtres humains. Et l'éducation, du point de vue d'Itard, c'est aussi l'éducation au sensible et l'éducation affective, la formation affective. Et de ce point de vue-là, Truffaut nous montre que les plus grandes avancées sont bien là. Donc peut-être que Victor ne sera jamais capable d'abstraction, peut-être qu'il ne sera jamais capable de comprendre effectivement que le langage peut tendre aussi vers des concepts, vers des formes plus intellectualisées, mais en même temps, il est passé d'une représentation de Victor qui est comme un petit animal au début du film. Vous voyez que même ses mains, il n'a pas les doigts mobiles, hein, il ne sait même pas tourner la clé au début, il donne juste des tapes comme ça sur la clé, et il en a fait un humain qui se comporte comme un humain. Et ce comportement, c'est pas juste du mimétisme, c'est pas juste qu'il apprend à imiter les humains autour de lui, on voit tous les bénéfices qu'il en retire. Et ça, c'est vraiment une question qui est vraiment très centrale dans le film. Et comme je parlais du mouvement de la main, je ne sais pas si vous avez été attentif à ça, mais dans la scène où il apprend à Victor à tourner la clé, quand Victor donc, retourne chez le citoyen Lemery, Madame Lemery n'est pas là, donc il va lui-même vers le buffet où elle conserve le lait, le buffet est fermé et Victor n'arrive pas à ouvrir. Donc Itard arrive derrière lui et il lui apprend à tourner la clé. Là aussi, c'est hautement symbolique. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? C'est que la clé, c'est évidemment ce qui ouvre, mais c'est aussi ce qui enferme. Et donc, il est en train d'apprendre à Victor à gagner sa liberté, en quelque sorte. Physiquement, parce que désormais, Victor pourra ouvrir les portes, il ne sera plus prisonnier des lieux fermés, mais aussi ouvrir les portes mentalement, hein, puisque ça va effectivement être le chemin de la liberté pour Victor. Et ces tout petits gestes-là du quotidien que filme Truffaut, on voit qu'à la fois on peut les prendre au sens littéral, mais qu'ils ont aussi un sens symbolique très fort. Et le film est vraiment pour ça, je pense, très beau également pour ses manières de filmer le quotidien, mais avec une infinie attention. Et on voit que le moindre geste a des significations qui sont vraiment importantes aussi du point de vue de l'éducateur. Il est 59, il nous reste une toute dernière question. Est-ce que vous en avez dernière remarque, question? Non? On garde pour cet après-midi et pour l'argent de poche. Alors vous verrez, tout à l'heure, quand je présentais le film et puis quand on a discuté, j'ai quand même fait écho plusieurs fois aux 400 coups. On voit que les films communiquent énormément. Vous verrez que cet après-midi, on va avoir un film assez différent, parce que beaucoup plus léger, assez drôle aussi, vous allez voir, ça va finir voilà, ce cycle cinéma en beauté avec plus de légèreté, mais vous allez voir que les points communs, ils sont aussi très nombreux. On parlait de Truffaut un peu obsessionnel, vous allez voir qu'il y a des thèmes récurrents qui reviennent de façon omniprésente nourrir son cinéma, et voilà, la circulation va être très forte entre les trois films. D'ici là, je vous souhaite bon appétit, et puis à tout à l'heure.